L'art à l'écoute, ce sont de brèves incursions dans l'histoire de l'art proposées par des mots et des arts, histoire de voir ou de revoir quelques grandes œuvres. Aujourd'hui, nous parlons de l'artiste Paul Gauguin. Sauvage, selon ses propres termes, Gauguin est le peintre des tropiques, parti chercher au bout du monde l'inspiration d'un art qui échappe au modèle gréco-romain. Des Bretonnes de Pont-Aven aux Tahitiennes dénudées, il renouvelle la peinture en s'imprégnant de nouvelles cultures qu'il tente de synthétiser dans un exercice qui l'amène bien loin de l'habituelle imitation de la nature. Paul Gauguin est né le 7 juin 1848 à Paris. Son père est français mais sa mère est péruvienne. Ainsi, c'est à Lima que la famille s'installe après le coup d'État de Napoléon III auquel ils sont opposés. Ses années d'enfance passées au Pérou marquent durablement l'artiste. Lorsqu'il retourne à Paris à l'âge de 7 ans, le choc est rude. La grisaille parisienne n'a pas l'éclat de Lima. Il suit sa scolarité en internat, mais il ne se sent chez lui nulle part. À 18 ans, comme beaucoup de jeunes gens qui veulent voir du pays, il s'engage dans la marine. Les voyages lui plaisent, et comme de nombreux marins, il prend l'habitude de sculpter des bouts de bois au couteau pour tuer le temps, une pratique qui lui permettra de s'ouvrir, plus tard, à la sculpture. À la fin de la guerre franco-prussienne, il abandonne l'armée et devient agent de change à Paris. Il gagne bien sa vie, se marie, devient le père de 5 enfants, et mène une existence bourgeoise bien rangée. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais par le biais d'un ami de la famille, il va découvrir l'impressionnisme en 1874. Au début, il achète quelques tableaux, mais sa rencontre avec Camille Pissarro vient bousculer les choses. Marie Cassatt, l'une des élèves du peintre, dit de lui qu'il était tellement bon professeur qu'il aurait appris à dessiner à des pierres. C'est donc auprès de cet excellent maître que l'amateur d'art s'initie à la pratique de la peinture. Gauguin fait vite montre de grande qualité, et dès le début des années 1880, il maîtrise parfaitement les codes impressionnistes. Dans la toile qui représente l'intérieur de son appartement, il peint une scène bourgeoise. Sa femme est au piano, il se tient devant elle, peut-être l'accompagne-t-il en chantant, ou est-il en train de dessiner. Quelques éléments viennent pourtant troubler cette quiétude. Sur le meuble, derrière la musicienne, se trouve une statuette, sans doute péruvienne, qui dénote avec le mobilier style Henri II, alors à la mode en ce début de Troisième République. Sur le mur, non loin de la statuette qui annonce l'exotisme à venir, une paire de sabots en bois témoigne de l'intérêt de Gauguin pour le monde rural et pour l'art populaire. La jeune pianiste ne le sait pas encore, mais son monde bien rangé s'apprête à basculer. En 1882, Gauguin quitte son travail. La famille déménage à Rouen pour se rapprocher de Camille Pissarro. Paul peint, mais ne vend rien. Le niveau de vie du ménage s'effondre et au bout de quelques années, Madame Gauguin repart dans sa famille, au Danemark, avec ses enfants. Si l'artiste a du chagrin, il est aussi enfin libre. Il se détourne de l'impressionnisme qui lui semble trop ancré dans le présent, la modernité et l'instantanéité. Lui cherche quelque chose de plus éternel, un monde immuable et sensible. Comme d'autres artistes qui partagent ses idées, il part séjourner en Bretagne, à Pont-Aven. Dans cette région qui n'est pas encore touchée par la révolution industrielle, il trouve l'inspiration qu'il cherchait. En l'espace de 10 ans, Gauguin est passé d'élève à maître, et en 1888, il réalise l'une de ses œuvres majeures, La Vision après le sermon. Le peintre met en scène des Bretonnes en costume traditionnel qui, au sortir de la messe, voient apparaître sous leurs yeux le combat de Jacob et de l'ange. Pour séparer les jeunes femmes de leur hallucination, Gauguin recourt à un fond rouge. La couleur est ici utilisée pour sa dimension symbolique et non pour décrire la nature qu'il voit. Le rouge est une couleur aussi puissante visuellement et métaphoriquement que l'or. Aussi, ce fond flamboyant peut-il être lu comme l'égal des fonds d'or des peintures du Moyen-Âge, c'est-à-dire comme une lumière spirituelle et non comme une réalité matérielle. Au centre de la toile, un arbre sépare ces deux mondes. Étrangement penché, les lignes sinueuses du tronc et des branches ne sont pas sans rappeler les gravures du maître japonais Hokusai, que Gauguin admire. Enfin, au premier plan, les Bretonnes sont peintes de façon extrêmement stylisée. Le dessin est simplifié et les formes sont délimitées par un cerne noir. On parle alors de cloisonnisme, car Gauguin cloisonne les formes par ce trait qui les synthétise. Du coup, on parle aussi de synthétisme. Dans cette œuvre, Gauguin se libère totalement des créneaux classiques de l'art, qui tendent vers l'imitation de la nature. Il encourage ainsi les jeunes artistes qui l'entourent à Pont-Aven. Un conseil, ne copiez pas trop d'après nature. L'art est une abstraction. Tirez-la de la nature en rêvant devant, et pensez plus à la création qu'au résultat. C'est le seul moyen de monter vers Dieu, en faisant comme notre divin maître, créer. Pas sûr que la jolie Angèle ait compris ça,
lorsqu'en 1889, Gauguin fait le portrait de, selon ses dires, la plus belle fille du village. Elle fut horrifiée devant cette figure aux traits raides, mise dans une bulle et voisinant avec une statuette bizarre. Elle refusa le portrait, qui fut finalement acheté par Degas, qui, lui, avait compris la quête de primitivisme de son ami. L'arrière-plan fleuri et le personnage isolé dans une sphère relèvent une fois encore du japonisme. Les mains épaisses et les traits sculpturaux de la jeune femme font d'elle une sorte de fétiche auquel répond la céramique primitivisante. De plus en plus, Gauguin en est convaincu. Il faut aller chercher plus loin le nouveau souffle à donner à l'art, la pulsion créatrice brute au-delà de tout modèle culturel. Mais où partir ? C'est son ami Vincent van Gogh qui lui soufflera l'idée. Dans une lettre de 1888, il écrit « Je suis un peu de l'avis de Vincent. L'avenir est au peintre des tropiques. » Déjà, en 1887, Gauguin avait tenté l'aventure du côté de Panama et de la Martinique. Mais il ne faut pas se tromper sur ses intentions. Gauguin a une vision colonialiste du monde, et s'il part dans les îles, c'est en quête du paradis perdu. Ce que je veux avant tout, c'est fuir Paris, qui est un désert pour l'homme pauvre. Je m'en vais à Panama, en sauvage. J'emporte mes couleurs et mes pinceaux, et je me retremperai loin des hommes. J'aurai à souffrir de l'absence de ma famille, mais je n'aurai plus cette mendicité qui me dégoûte. Ne redoute rien pour ma santé, l'air y est très sain, et comme nourriture, le poisson et les fruits qu'on n'a pour rien. Mi-Robinson Crusoe, mi-Adam, Gauguin pense partir dans un monde enchanté. On peut dire qu'il a été passablement déçu. Panama est en pleine transformation dans les mains des colons. La nourriture se révèle coûter très cher et Gauguin doit travailler comme ouvrier pour le percement du canal afin de subsister à ses besoins. Et bien entendu, il n'a pas un instant pour peindre. C'est un désastre. Heureusement, il parvient à partir pour la Martinique, où le contexte lui est plus favorable. Certes, il doit être rapatrié en France à cause d'une hépatite virale à la fin de l'année, mais au moins, il a réussi à peindre. De la Martinique, il ramène des œuvres et des inspirations nouvelles, comme la femme Caraïbe, peinte sur bois, qui met en scène une femme aux cheveux noirs et à la peau mate, dont le corps allongé, anguleux et simplifié, relève plus de la sculpture que de la peinture. Avec son visage, semblable à un masque, et sa pose étrange, elle surgit telle une apparition sur un fond de fleurs démesuré qui donne à cette œuvre une dimension décorative. Malgré les aléas de l'aventure, Gauguin en est plus sûr que jamais. Il faut partir loin pour pouvoir se réinventer. De l'autre côté de la Terre, l'île de Tahiti est alors très à la mode, notamment grâce au livre de Pierre Loti, Le mariage de Loti. Il y décrit le mythe d'un paradis sur Terre, loin de toute civilisation où la nature pousse toute seule et où les femmes pratiquent l'amour libre. Car colonie et érotisme vont de pair, et celles que l'on appelle les petites épouses font rêver les métropolitains. Sensible à la propagande colonialiste, le choix de Gauguin est fait. En 1891, il s'embarque pour Tahiti. Ici aussi, il ne faut pas se méprendre sur les intentions de l'artiste. Gauguin donne de lui l'image d'un sauvage qui s'éloigne de la civilisation. Ainsi se représente-t-il dans l'autoportrait au Christ jaune, entouré de deux de ses œuvres, peu de temps avant son départ. On le voit le regard déterminé, l'air de défier quiconque voudrait le faire changer d'avis. Autour de lui, le Christ jaune et la céramique incarnent aussi le peintre dans ce qui se révèle être un triple autoportrait. À la figure de l'artiste déterminé s'ajoute celle de l'artiste sacrifié, le Christ, qui laisse entendre que Gauguin est prêt à tout pour son art, et la figure de l'artiste sauvage, qui s'incarne dans la tête grotesque qui apparaît sur le pot anthropomorphe. Mais en réalité, Gauguin ne cherche pas à se couper du monde. S'il est bien en quête d'une totale liberté artistique, il espère toujours le succès et la reconnaissance. Il organise donc des banquets et des ventes aux enchères avant son départ pour lever des fonds. Il obtient plusieurs articles de journaux qui annoncent son périple et même une petite mission diplomatique qui lui permet d'arriver à Tahiti dans de bonnes conditions. Voici ce qu'il écrit à sa femme après 6 mois de voyage. Grâce à l'article du Figaro et quelques lettres de recommandation, j'arrive tout à fait en pays de connaissance. Très bien reçu chez le gouverneur et le directeur de l'intérieur. J'ai déjeuné avec eux et ils ne savent pas quoi faire pour me faire plaisir. L'image d'un Gauguin sauvage est donc peut-être à revoir un peu. Côté plastique, à Tahiti aussi, c'est la déception. Le rêve décrit par Loti n'existe pas. En moins d'un siècle de colonialisme, la langue et la culture traditionnelles ont presque totalement disparu. Gauguin verra plus d'œuvres maoris au musée d'Auckland, où il fait étape, que durant toutes ces années à Tahiti. Si au début de son séjour, il peint ce qu'il voit, rapidement, il choisit de créer la réalité qu'il pensait trouver. Il fabrique donc de fausses idoles, comme cette sculpture à laquelle il ajoute un coquillage et des dents de poisson perroquet pour lui donner un aspect plus sauvage. Il peint des paysages oniriques où se déroulent des cultes qu'il imagine
et où les couleurs ne sont plus la manifestation du monde extérieur, mais l'expression de l'intériorité de l'artiste. Il applique le modèle musical à sa peinture et cherche à provoquer des sensations olfactives ou auditives simultanées à partir d'arrangements de lignes et de couleurs. L'œuvre la plus importante qu'il réalise à Tahiti est le très philosophique « D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?» Dans cette œuvre, il mêle toutes les cultures. Le personnage cueillant un fruit au milieu de la composition évoque le péché originel de la tradition judéo-chrétienne quand la déesse à l'arrière-plan est inspirée des bas-reliefs des temples de Borobudur à Java. Gauguin était parti à Tahiti avec ce qu'il appelait son petit musée, c'est-à-dire des cartes postales d'œuvres du Louvre, des expositions coloniales, des bas-reliefs égyptiens, des statues grecques ou des divinités hindoues. Tous ces éléments se retrouvent dans cette composition, dont il explique qu'elle aurait dû être son testament artistique, puisqu'elle aurait tenté de se suicider après l'avoir terminée. Réalité ou mythe, on ne le saura jamais. Toujours est-il que cette fresque, qui donne l'illusion de se détacher sur un fond d'or, a une dimension symbolique, philosophique et artistique très importante. Autour de ces trois questions existentielles, d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous, il met en scène des personnages à différents stades de la vie, du bébé jusqu'à la femme âgée, dont, nous dit Gauguin, l'oiseau blanc est l'âme, qu'elle regarde, acceptant qu'elle s'envole, donc acceptant sa propre mort. Dans cette œuvre, Gauguin souligne les questions communes à l'humanité et propose une vision syncrétique de l'art, ne plaçant aucune culture au-dessus de l'autre. C'est un des éléments essentiels du legs artistique du peintre, montrant la voie aux révolutions plastiques du XXe siècle. Le séjour à Tahiti de Gauguin ne devait être qu'un voyage d'études. Aussi rentre-t-il en France en 1893. Pauvre, malade, il a contracté la syphilis, et sans beaucoup attirer l'attention de la presse. Après plusieurs mois difficiles, il décide de repartir, mais cette fois, c'est pour de bon. Le second séjour tahitien confirme cette nouvelle tendance de Gauguin, qui réalise des œuvres plus métaphysiques qu'ethnographiques. Cédant moins au goût du pittoresque et de l'anecdote, il emplit ses œuvres de références artistiques puisées dans son musée imaginaire. Il continue à régulièrement envoyer des caisses d'œuvres à Paris, où quelques-uns de ses amis travaillent à sa reconnaissance. En 1898, il obtient un contrat avec le célèbre galeriste Ambroise Vollard, et la vente de quelques œuvres améliore son quotidien. En 1901, il part aux Marquises, où il espère trouver la vie sauvage qui n'existe plus à Tahiti. Il achète une terre à la mission catholique et y fait construire la maison du Jouir. Il s'agit d'une grande case tahitienne, dont la porte est encadrée de bas-reliefs couverts de fleurs et de femmes nues. Une provocation pour l'évêque local, avec qui Gauguin ne s'entend guère. Malade et épuisé, il meurt finalement en 1903. Dès 1904, de grandes expositions ont lieu à Paris et dans le reste de l'Europe. C'est un succès immense. Il inspire aux fauves et aux expressionnistes allemands la possibilité d'utiliser la couleur pour son expressivité et non pour imiter la nature. Il est également un des pères du primitivisme qui participera à déconstruire le modèle artistique gréco-romain. Enfin, les correspondances synesthésiques, notamment entre couleur et musique, et sa volonté de faire résonner un monde intérieur, seront reprises par les artistes pionniers de l'abstraction, comme Kandinsky. Pour aller plus loin, vous pouvez regarder le catalogue de l'exposition Gauguin l'alchimiste au Grand Palais en 2017 ou celui de l'exposition de 2003, Gauguin, Tahiti, l'atelier des tropiques. Vous pouvez également vous plonger dans les lettres à sa femme et à ses amis publiées chez Grasset. Pour aller plus loin sur le thème de Gauguin et du colonialisme, vous pouvez lire le livre de Patrick Vaudet, La décolonisation du tableau, art et politique au XIXe siècle, Delacroix, Gauguin, Monet, publié en 2006, ainsi que celui de Stéphane Guégan, Gauguin, le sauvage imaginaire, publié en 2003 chez Hachette. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à mettre vos commentaires. Vous pourrez également vous abonner à notre chaîne pour recevoir nos actualités. À bientôt!